bah c'est parti. Bonjour, bienvenue sur la première émission de Comic Zone, je suis Alric. Et je suis Christopher, et aujourd'hui on va vous parler d'une série en particulier. Qu'on kiffe tous les deux pareil, alors qu'on a des points de vue de lecture, enfin... Donc lui il lit de la merde d'habitude et moi je lis que des trucs bien, mais pour ça... Et inversement, donc je lis des trucs que des trucs bien, il lit que de la merde. Et là on est d'accord pour dire que Invincible, bah, c'est la meilleure série de super-héros depuis qu'elle existe. Donc c'est-à-dire depuis plus de 6 ans. Ça fait plus de... ouais, presque, ça fait 7 ans. Ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps. Alors Invincible, de quoi ça parle concrètement dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, ça parle de Mark Grayson, qui est fils d'Omni-Man. Omni-Man, le plus grand super-héros de la Terre. Pour caricaturer, c'est Superman avec une moustache. Ouais, c'est Superman voilà. Avec une moustache. Mark Grayson sait que son père est Omni-Man et il attend un petit peu que ses super pouvoirs arrivent parce qu'il sait très bien qu'il va avoir des super pouvoirs. Bah oui, il est étudiant, c'est le mec un peu lambda. C'est pas un loser. C'est pas un loser. C'est ça le truc, c'est pas un loser. Voilà, c'est un peu comme Kick-Ass, c'est le mec qui fait sa vie. Il travaille dans un fast-food et puis le soir il sort les poubelles et puis il envoie le sac en orbite. C'est ça. Et là, il sort la poubelle et la poubelle va très loin dans l'espace. Voilà. Et qui a atterri plusieurs numéros plus tard dans la rue. C'est exact. Ça, c'était le retour de poubelle. Voilà, le retour de poubelle. Et donc juste après ça, il décide de devenir un super-héros sous le nom d'Invincible avec un magnifique costume qui lui est fait sur mesure par Art. Qui est le tailleur officiel des super-héros de chez Image. Puisque Invincible est un super-héros Image. Oui, du Kirkman-verse même, on appelle ça. Kirkman-verse. Et donc le mec fait les costumes pour à peu près tout le monde dans le Kirkman-verse, voilà. Y compris Wolfman et les autres titres un petit peu qui sont là-dedans, Brick et tout, voilà. Et donc on suit les aventures de Mark Grayson pendant, enfin ça fait maintenant 94 numéros que ça existe, on approche doucement du 100e. Et il s'est passé beaucoup de choses, on va pas tout vous raconter. Non, mais moi en fait ce qui serait intéressant de dire c'est que Invincible, à la star de Spider-Man, pour pas mal de critiques, que ce soit des professionnels ou des amateurs, font le rapprochement un peu facile que c'est le Spider-Man du 21e siècle en fait. C'est-à-dire qu'on s'identifie vachement au personnage parce qu'il a des problèmes de tous les jours, etc. Et quand il lui arrive ses fameux super pouvoirs, eh ben il y a tous les super problèmes qui vont avec. Exactement. Et là où c'est super intelligent, c'est que ça vire limite à la dramaturgie cosmique. Parce que son papa n'est pas si gentil que ça. Donc dans le premier arc, on apprend que Omni-Man n'est pas si gentil. Donc on sait qu'il vient d'une race extraterrestre, son fils le sait, c'est connu. C'est pas Krypton, hein, faut le préciser. C'est pas Krypton, mais c'est Viltrum. Voilà, il vient de l'Empire Viltrumite, qu'on reverra plus tard, et qui sera un petit peu au centre de l'intrigue principale des derniers numéros qu'on a lus pour le moment. Outre-Atlantique, bien sûr. Outre-Atlantique, parce qu'en France c'est édité par Delcourt. Tout à fait. On en est au 6e numéro qui s'appelle Ménage à 3. Voilà, la série a un peu de mal à se lancer, mais maintenant Delcourt a bien chopé le rythme et heureusement parce que c'est une. Alors en ce qui concerne la parution française, moi en tant que lecteur, mon ressenti c'était Monsieur Delcourt qui disait ouais, alors on va publier un truc qui cartonne pas mal, mais je suis pas trop chaud bouillant, donc on va attendre que ça s'écoule, tranquillou. Alors moi justement j'ai l'autre point de vue de Bah attends, j'ai pas terminé. Allez, vas-y. Et le truc c'est que le mec était là, oh ça se vend tout doucement, et puis trop, ouais, et puis je vais cutter. et du coup le gars dit non, on va ralentir la prod, et puis jusqu'au moment où on n'a plus de numéro pendant plusieurs mois. Pendant un an et demi. Pendant un an et demi. Que les lecteurs ont gueulé, puis le mec, Monsieur Delcourt, s'est dit ah tiens, bah finalement il y a de la demande, donc on va accélérer le pas. Et là, mine de rien, en 2012, il y a quand même 3 tomes de prévus quoi. Sur la totalité. Normalement, ils en sortent un petit peu 2 par an. Il y en a un qui est sorti en début d'année, il y en a un autre qui va sortir courant de l'été, et un autre avant les fêtes. Donc c'est cool. C'est cool, heureusement que la série a repris. Grave. Moi, l'autre son de cloche que j'avais eu, c'était que la série marchait pas, qu'elle trouvait vraiment pas son public et que Thierry Mornay a un peu fait pression pour que ça fonctionne parce que c'est un vrai coup de cœur pour lui. Mais totalement, et on comprend. Et il l'a relancé, il a tout fait pour que ça fonctionne. Le public est revenu, sachant qu'ils n'avaient pas revu leur copie non plus, ils proposaient toujours la même édition, même traducteur, très bon traducteur d'ailleurs, c'est Montouriol qui s'en occupe. Et donc voilà, ça a repris, ça fonctionne plutôt bien. Delcourt en est content, ça fonctionne d'autant mieux que grâce au succès de Walking Dead, le nom de Robert Kirkman fait vendre et la série a donc pu reprendre et voilà. Bien, c'est une très bonne transition parce qu'on s'écarte du plan qu'on s'était établi initialement. Pas du tout. De savoir qui sont les artistes parce qu'en fait à la base
c'est pas une création pure puisque c'est une commande image, mine de rien, mais c'est un projet qui tenait vachement à cœur de... C'est Robert Kirkman et Ryan Otley quand même qui avaient eu l'idée. Voilà. Qui s'était lancé sur Super Patriots, qui était un spin-off de Savage Dragon d'Eric Larsen. Donc Eric Larsen avait mis le pied à l'étrier à ce petit duo de scénaristes et de dessinateurs. Eric, si tu nous écoutes, merci. Ou pas. Ou pas, vu que Savage Dragon, mais c'est pas grave. Mais bon. Passons. Savage Dragon qu'on peut retrouver dans les pages d'Invincible, parce qu'il y a souvent des personnages d'images qui sont là. On voit Spawn des fois, on voit Savage Dragon. Là où c'est très intelligent, c'est que pour des events qui impliquent donc Mark Grayson, mais aussi parce qu'il y a une menace planétaire ou qu'il y a un gros événement, genre des enterrements. Et il y en a souvent. Malheureusement, il y en a souvent. Il y en a qui attrapent un rhume, eux, ils se ramassent des emmerdes planétaires. C'est un peu ça. On voit du Savage Dragon, on voit du Grifter, non, même pas Grifter puisqu'il Il me semble que si, mais on voit pas mal de monde. Enfin, on voit les personnages de Noble Cause aussi, qui est un titre de Jeff Herber que Robert Kirkman adore. Oui. Donc on voit pas mal de personnages de cet univers-là, et de tout le Kirkmanverse, et même de l'Imageverse un petit peu. Mais revenons à Robert Kirkman. Robert Kirkman, donc, qui a quand même officié sur des titres tels que X-Men, Ultimate X-Men. Il est important de le préciser. Qu'il a créé également The Hunt aussi chez Image. Avec McFarlane et Greg Capullo au dessin. Tout à fait. Très bon sur les premiers arcs. Tout à fait. Et dès lors que ces auteurs sont partis, après Kirkman a un peu lâché le truc, la série a un peu redescendu. Depuis, c'est un autre duo qui fonctionne dessus. Donc j'ai pas encore lu, donc on verra bien. C'est moins bon. Mais c'est moins. Mais Kirkman, pour moi, c'est un très bon scénariste sur ça, en fait, de séries. C'est un très bon plotter, c'est-à-dire qu'il arrive avec une bonne idée. Donc le fait de revoir le mythe du super-héros, enfin toute la symbolique du super-héros avec Invincible, c'était une super bonne idée. Et au fur et à mesure de numéros, il développe, il amène son truc et ça fonctionne très bien. Sur Own, c'était totalement une réécriture de Spider-Man. Un mix entre Spawn et Spider-Man en fait, d'où le McFarlane. Oui. Mais c'est assumé par les auteurs. Ouais, non, mais c'est totalement assumé. Et donc voilà, il arrive avec des bons plots au départ, comme Walking Dead, etc. Et s'il arrive à tenir la série, comme à ses débuts, comme avec Invincible et Walking Dead, c'est très bien. C'est la grosse force de ce titre, parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart des comics, étant des commandes, les éditeurs mettent tels et tels auteurs un peu tendance pour faire vendre les numéros. C'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est mon ressenti. Ouais. Après, voilà. Invincible étant une créa avec un scénariste qui est toujours le même, un dessinateur qui n'était peut-être pas toujours le même. Parce que Cory Walker s'en va après le premier arc, après les 6 ou 8 premiers numéros. Pour des problèmes d'addiction profonde. Pour des problèmes... Et il y a eu quelques petits problèmes avec Robert Kirkman et de... Mais le fait est que pour moi la grande force de ce titre, c'est que c'est toujours les mêmes mecs qui font la tambouille, et c'est pour ça que ça marche, parce qu'ils connaissent leur perso sur le bout des doigts. À l'instar d'un Claremont donc, qui est resté sur les X-Men pendant pas mal d'années, Kirkman lui gère vraiment ses persos. Et moi la force scénaristique de ce titre, c'est que il va te faire un plot genre les Sequids par exemple. Il va pas te développer un peu les Sequids. Alors les Sequids en fait, très rapidement, c'est une race parasite qui vivent pour survivre, s'accroche à des hôtes. Donc forcément, la Terre est sur son... un petit hommage à Starro et tous les monstres un petit peu comme ça. Enfin, il y a beaucoup de références et les Sequids sont un peu des petites étoiles de mer qui s'accrochent à la tête des gens pour les contrôler. Ouais, Patrick, si tu nous écoutes. Patrick l'étoile de mer. Patrick l'étoile de mer nous écoute. Hein. Voilà, tout à fait. Les Sequids donc arrivent sur Terre et ce n'est pas le story arc n'est pas lu de bout en bout. Ouais. Ce ne sont pas des numéros qui se suivent et c'est ça la grande force du truc, c'est que on va suivre les Sequids à un moment donné. Tac, une petite transition sur un autre événement tout aussi important, par exemple, je sais pas... Par exemple la guerre d'Elville Trumit ou ce qui se passe dans la vie sentimentale, on va dire, de Mark Grayson, qui est très intéressant. Parce que c'est ça qui est super fort, c'est que mine de rien, on reste vachement ancré sur le personnage de Mark Grayson, qui, en grandissant, découvre ses responsabilités d'adulte, de super-héros, etc. Et non, pour moi, au niveau scénaristique, c'est limite un peu comme des strips si tu veux, où tu as vraiment un arc complet, mais qui est en fait assuré et un peu mélangé. C'est ça, il met des arcs complets, mais il débute 20 numéros à l'avance, qui terminera bien plus tard, quoi, en fait. Le personnage de robot, par exemple, en est le parfait exemple. C'est-à-dire qu'on part sur exemple. Non, tu dis souvent exemple. Bah oui, je sais. C'est pas grave. C'est pour donner... Ça sera pas coupé, ça. Ouais, non mais bon. Il a plus de répartie. Robot soulignant, mais je vais pas perdre le fil de ce que je dis.
Robo souligne tout à fait ce que je veux dire, c'est-à-dire que il est présenté comme un être mécanique, cybernétique, alors qu'en fait pas du tout. Et en fait on le découvre, mais au fur et à mesure. Mais revenons-en à l'histoire. Oui, tout à fait. Qui donc court depuis 94 numéros. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc au début, on apprend que le père Omniman, le père de Mark, est pas si gentil que ça. Est un fiefé salaud au début. Est un fiefé salaud. On savait qu'il venait de la race des Viltrumites et il se rebelle pour en gros essayer de coloniser la Terre. C'est sa mission principale. Il donnait deux sons de cloche différents. Voilà. D'un côté, au départ, il était là, je suis l'ami des terriens, je viens prêcher la bonne parole. Pas loin. Donc j'avais une mission, je devais tuer tout le monde, mais je suis tombé amoureux de toi, enfin de la mère de Mark, et donc, donc j'arrête ma mission et je fais un enfant avec toi et je crée ma famille. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et voilà. Et on donnerait le monde à un homme à moustache comme ça, aussi beau et super héros quoi. Alors pour caractériser les Viltrumites, c'est tous des Freddie Mercury sous stéroïdes, c'est-à-dire qu'ils ont tous une moustache. C'est ça. J'étais même presque surpris de ne pas voir de femme à moustache chez les Viltrumites. Elles n'ont pas de moustache, elles sont très musclées, mais elles n'ont pas de moustache. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est des kryptoniens à moustache. Et même pas, parce qu'en regardant de plus près, les seuls super pouvoirs, que ce soit Omni-Man ou Mark Grayson, c'est simplement une super résistance et le pouvoir de voler. Ni plus ni moins. Oui, ils n'ont pas les rayons laser ou des trucs comme ça. Ah, ils n'ont pas le double airbag, la direction assistée ou quoi. Mais au niveau de ce principe de race extraterrestre, etc., il y a quand même une référence à Dragon Ball. Moi j'ai vu la référence à Dragon Ball. C'est une référence à Dragon Ball. Plus ils s'en prennent sur la tronche. Voilà, plus ils s'en prennent sur la tronche, plus ils gagnent en résistance. C'est ça. Peut-être pas en puissance parce que voilà, pour booster leur vitesse, ils sont obligés de franchir le mur du son à 60 reprises. Mais bon, voilà. Et c'est ça la force pour moi d'Invincible, c'est quand même les références quoi. C'est que c'est un hommage au mythe du super-héros, au symbole du super-héros et à toutes les séries de super-héros, mais il a remixé ça à sa tambouille. En fait, quel que soit le degré de lecture, le titre trouve son public en fait. C'est-à-dire que si t'es un novice de comics, tu connais pas trop les titres phares, par exemple de chez DC dont il fait allusion avec les Gardiens du Globe par exemple. Les Gardiens du Globe qui sont exactement la JLS, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui doit avaler sa bague pour devenir une sorte de Green Lantern. Voilà. Mais qui... Un extraterrestre. Et qui donc, pour enlever sa bague, c'est là que c'est très très drôle, pour enlever sa bague doit la vomir. Et des fois, il doit repartir en mission pile après avoir vomi sa bague, mais il n'a pas le temps de la laver, par exemple. Ça c'est génial. Voilà. Donc voilà, donc tu donnes vraiment envie de lire ce titre. Mais rien que pour voir cette scène où le mec ravale, j'ai cette page là tout de suite, et le mec ravale sa bague, c'est formidable. Et donc voilà, il y a des références à tout, il y a une princesse Amazon, il y a un clone de Batman. Qui est noir d'ailleurs. Et il y a un clone d'Aquaman qui a vraiment une tête de poisson. Ouais, mais vraiment une sale tête. Mais donc voilà, oui, il y a plein de références partout. Il y a des références à Watchmen, à Rorschach, il y a des références à Star Trek qu'on a là maintenant tout de suite. Et moi c'est ça vraiment la force, c'est qu'il va prendre un élément qu'il a déjà vu dans une série de super-héros, il va l'utiliser comme base. Il se l'a réapproprie, il l'a réécrit à sa sauce. Voilà, il le réécrit à sa sauce. Et c'est percutant en fait. Et c'est super percutant parce que ça va pas être lourd comme un méchant de Spider-Man qui va revenir tous les 40 numéros. Et je vais redire le mot, mais je m'en fous, même si on l'entendra plusieurs fois. L'exemple le plus concret, ce sont les Reanimen. Ouais. Alors un Reanimen, c'est quoi? Ben c'est ni plus ni moins que Frankenstein. On reprend le mythe de Frankenstein, le mec dépouille des cadavres, leur greffe 2-3 éléments cybernétiques, et il se fait une petite armée. Voilà, donc c'est... Et ça court sur des dizaines de numéros, et ils reviennent souvent. Des fois, il va les buter en 2 pages, c'est réglé. Et des fois, les mecs vont revenir, et ça va évoluer. Bizarrement, non, puisque chaque personnage secondaire que Mark Grayson ou pas va rencontrer, et ben sera systématiquement réutilisé, et ça va étoffer tout le background de la série. Les Reanimen, en l'occurrence, c'était un simple méchant de base. Alors qu'on a un Frankenstein qui s'introduit. Voilà, donc on peut le reprendre. Donc Kirkman se réapproprie des mythes ultra connus, dont le mythe de Frankenstein avec les Reanimen, qui était à la base un simple vilain dans un numéro, va devenir un personnage pas emblématique, mais important de la série.
une sorte de fil rouge, d'une seconde, d'une autre trame qui va souvent revenir. Quoi. Parce qu'en fait, chaque personnage a été écrit pour soutenir voilà, la trame principale qui est le développement de Mark Grayson. Moi, mon autre exemple, ce sera Armstrong Levy. Qu'on voit dès les premiers arcs, donc il se fait dérouiller la première fois, il arrive, il se fait dérouiller, c'est une sorte de génie du mal, il se fait dérouiller direct. Et après on le voit préparer un plan, on le voit des fois, chaque fin d'épisode, on voit une mini page sur lui, il prépare quelque chose, il rencontre d'autres gens, il va que des petites infos, vignettes, on compte-goutte, on se dit ah, lui il prépare un truc, et à chaque fois quand il arrive, ça devient de plus en plus gros. Et quand il arrive, il se fait quand même dérouiller en 2 minutes. La première fois il se fait quand même dérouiller en 2 pages, le mec arrive, il est super intelligent, il a commis une putain d'erreur, et le mec se fait dérouiller, ça fait 40 numéros que le mec on le voit, on sait qu'il va arriver, il va faire un truc, mais c'est pire que tout, c'est pire que Secret Invasion, voilà le truc il est là, il est ploté depuis super longtemps, et Robert Kirkman nous le fait arriver et il le bute. Un et là tu fais, ah ouais, c'est le vilain sur une peau de banane. Mais c'est ça, c'est exactement ça, et c'est génial, bon sang le mec il a tout à l'avance quoi, Robert Kirkman, il a débuté des arcs qui finira plus tard. Et c'est ça la force, c'est qu'il introduit des personnages qui peuvent paraître nuls et inintéressants, comme le dinosaure en ce moment dans les derniers numéros, qu'il va réutiliser plus tard et qui seront la force du récit pour moi. Je fais une ellipse sur les différents niveaux de lecture, donc d'un côté, si tu lis le titre, que tu connais pas trop les comics, tu as quand même le phénomène d'identification qui fonctionne, tu as l'attrait à l'univers qui va quand même vachement prenant, sans être hyper réaliste. Tu sens que ça se déroule de nos jours, etc. Kirkman va pas balancer ouais la ville de Chicago a été rasée, New York patati patata ou Metropolis, mais c'est quand même. Il y a quand même des villes réelles qui sont rasées. Voilà, mais c'est quand même très fortement suggéré, on est d'accord. Après, pour le degré de lecture un peu plus travaillé, si t'as quand même un bagage comics assez conséquent, putain mais tu te régales, t'as des clins d'œil qui sont énormes, jusque pas tant au niveau graphique, jusque dans la réplique. Oui. Dans la petite vanne qui va sortir. Dans la petite vanne, une petite bulle, genre viens avec moi si tu veux vivre, hop, petit clin d'œil à tes mains. Moi j'en ai une directe là, c'est que souvent dans les trucs de super-héros, on a un super-héros qui porte quelqu'un, qui vole et qui porte quelqu'un, et là il le fait avec son meilleur pote, et le mec dit c'est tellement gay. et oui, quand on y réfléchit, mais qui prendrait son meilleur pote pour voler de... Et du coup... Ça marche avec Lois et Clark. Et du coup Mark Grayson est tellement blasé de ça que pour anticiper, depuis, il prend tous ses potes sous les dessous de bras et à chaque fois c'est putain mais en fait c'est pas confortable comme position. Et Mark Grayson s'en fout. Ouais, je sais, ta gueule t'assumes. C'est bon. Voilà. Je m'en fiche. Et donc c'est un petit running gag qui arrive de temps en temps. Graphiquement, un côté très cartoon, mais bizarrement, quand il y a de la baston, ça gicle. C'est extrêmement violent. C'est un univers super-héros, tout ce qu'il y a de plus emblématique. C'est réaliste un petit peu. Enfin, dans le dessin c'est cartoony, mais le monde est réaliste contrairement à Pictry Fan. Mais voilà. Bien d'accord. Et à mesure que les numéros s'égrènent, donc forcément le dessinateur va gagner en assurance, va développer un graphisme de plus en plus travaillé, mais va garder toujours ce petit côté cartoon justement, un peu rétro qui me déplaît pas vraiment. Et pour ceux qui ont du mal à accrocher, au départ les dessins sont pas assez... Sont taillés à la serpe. Voilà, exactement. Voilà. Et petit à petit, donc vers les 2e et 3e arcs, ça s'améliore, le coloris change, et en ce moment on a des dessins qui sont peut-être les plus beaux dessins que moi je lis dans une série en ce moment. Ils ont un vrai style réaliste, ils ont des vraies couleurs, et c'est vraiment magnifique. À l'instar des grands réalisateurs de cinéma, ce titre a vraiment une patte graphique. Quand tu vois du Invincible, c'est du Invincible. Ouais. Tu peux pas dire que c'est un autre titre. Ah, c'est du Walking Dead. Non. Ni du X-Men, ni c'est du Spider-Man. Non. Voilà, c'est juste Invincible. Quoi. Voilà. Et c'est vraiment bien dessiné. Alors, la grande force en fait aussi de Kirkman, c'est que dans tout ce qu'il a écrit, il reprend toujours cette trame de dramaturgie familiale. Il y a un côté hyper shakespearien, bon, avec des super pouvoirs forcément, mais à chaque fois il y a cette narration avec la relation père-fils. Père-fils, dans Walking Dead, les relations de la famille et du groupe est primordiale. Dans Super Dinosaur, c'est ce petit garçon face à son père et à ses inventions. Dans Own, c'est 2 frères. Donc oui, il y a toujours cet aspect de la famille qui est très développé dans les qui est très très fort, ouais. Donc le lien avec le père qui est oublié pendant un long moment une fois que le père s'est rebellé, mais lui va trouver
enfin, va sortir avec des filles pour essayer de comprendre. Le moment où Marc découvre que son père est un fief et salaud, putain, mais t'es déchiré en même temps que lui, quoi. T'es aussi anéanti que lui, sauf que bon, lui, physiquement, il a les boyaux à l'air. Hein, voilà, sauf qu'après, ils se mettent sur la gueule et que le père n'hésite pas à bien amocher son fils. Voilà. Donc avec des tripes à l'air, des intestins en liberté. Voilà. Surveiller quand même, parce que sinon c'est pour... Ouais, les arbres rentrés, puis c'est passé quoi. Voilà, un coup d'agrafe et on n'en parle plus. Et donc c'est ça, c'est que l'action n'est pas toujours au centre d'Invincible, parce qu'il va se concentrer sur les personnages, sur leurs liens, la relation de Marc avec sa mère qui est aussi très compliquée, la relation que Marc a avec son contact dans le gouvernement, c'est tous ces personnages, aliens ou non, restent quand même hyper humains sur le traitement. C'est ça. Même Allen l'alien, on est un... Allen l'alien cyclope. C'est un cas ce mec, il est génialissime. Enfin bref, voilà. Donc voilà, et il n'y a pas que l'action dans Invincible, c'est pas que violent. Voilà. Et Kirkman, on sent que c'est son bébé, comme pour Walking Dead, qui fait du... Pour moi c'est la série de Robert Kirkman plus que Walking Dead. Dans Walking Dead il a voulu... Enfin dans Walking Dead c'est le genre du zombie, là c'est le genre du super-héros en 10 fois mieux. C'est vrai. On conclut. Si vous voulez lire autre chose que des mecs en slip, lisez Invincible. En plus à Comic Zone on a un beau compendium, 50 numéros. Vous pourrez bien commencer la série. Et non seulement ce titre est un incontournable, mais en plus de ça, tu as des spin-offs qui t'expliquent les origines des personnages secondaires. Exact. Qui est très très bon, qui amène un petit plus à l'univers, sans compter évidemment les nombreuses covers qu'il y a à l'intérieur. Et c'est super. Que dire d'autre à part lisez Invincible, c'est tout. C'est pas hyper punchy comme accroche. Si, parce que je le dis avec amour. Non, moi l'accroche je l'ai. En fait, quand j'ai lu les comics, j'ai démarré avec Spider-Man. Et la première fois que j'ai lu du Spider-Man, j'avais le zizi en tablette de chocolat. Et j'ai pas ressenti ça depuis Invincible. Ça c'est un mec facile, il y a les filles faciles dans la réalité et aussi les mecs faciles. Ah ouais, Spider-Man. Attends, la première fois que t'as lu un comics, t'étais pas comme un dingue peut-être? Non, parce que c'était Spider-Man.